Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais J'ai être... toujours eu envie Petit, je voulais être... Si mon premier compose et chante, si mon second pose et joue, si mon troisième dessine et peint, alors mon tout va vous surprendre, surtout. Bref, plus besoin de présenter le musicien, auteur, compositeur et interprète du groupe Aaron, duo formé en 2004 et qui se fit connaître quelques notes plus tard avec le tube U-Turn Lily. Non, pas besoin de présenter celui qui, au choix, s'est illustré comme mannequin ou encore comédien et qui s'exprime aussi avec un talent évident comme peintre aujourd'hui. Mais qui connaît les tout premiers pas parisiens de ce franco-américain, artiste protéiforme du soir au matin? Oui, qui connaît la trajectoire poétique de cet éternel enfant qui voyage à l'instinct, même quand son livre dort. Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Simon Buret. Bonjour Simon. Salut. Et surtout merci. Je vous en prie, merci de m'inviter. Un nouvel enfant d'Allons enfants. Allons enfants, ces deux mots, que vous inspire-t-il justement ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Simplement, l'enfance, je pense que c'est quelque chose qui s'accroche, qui prend diverses couches autour de nous, à l'intérieur de nous, et je travaille depuis toujours à garder ça bien réveillé, puisque c'est pas de l'enfance qui m'intéresse, c'est pas de l'enfance innocente, et j'y crois pas du tout. D'ailleurs, j'ai jamais cru que les enfants étaient innocents. C'est surtout de la curiosité et le fait de jamais prendre pour acquis les choses et puis de pas être trop sûr de soi, de se laisser surprendre par la vie. Je crois que c'est le cadeau de l'enfance, vraiment. C'est qu'en permanence, on apprend des choses. Et ça, c'est fantastique. Et il y a un moment dans la vie où, bizarrement, on dirait que ça s'arrête. Et moi, je trouve ça... C'est un combat, quoi, de rester... Disons que si c'est un enfant, c'est celui de Max et les Maxi Monstres, quoi. Alors on va se replonger justement dans cette enfance par le commencement, ce fameux 9 juin 1980, à la clinique Isis, dans le 13e arrondissement de Paris. C'était un mardi, un jour dont quelqu'un se souvient très bien. Moi, j'étais chez moi, j'habitais déjà 3e avec une amie. J'ai commencé à avoir un peu mal au ventre, ne m'inquiétez pas, et elle m'a dit « Coco, il faut qu'on y aille ». Alors, elle avait sa de chevaux garée en bas. Puis on a roulé. Je me souviens qu'il y avait Yves Montand qui chantait la radio de ta voiture, les roses de Picardie. Je me souviens de ça. Puis la naissance est arrivée quelques heures après. Sans problème, il y avait cette amie qui est restée avec moi, qui est une amie de toujours, comme si c'était ma sœur, quand Christiane. Le lendemain, on s'est aperçu qu'il était un peu basané, qu'il avait un ictère précoce et il a dû aller à Saint-Vincent pour une ex-sanguino-transfusion. Alors là, bon, c'était plus si simple que ça. Il est resté une quinzaine de jours et je voulais voir si c'était externe ou si c'était interne, mais il fallait échanger tout son sang parce que bon, j'ai appelé son père aux États-Unis qui m'a dit son groupe. Et en fait, nos deux groupes, c'était pas une histoire de registre, c'était deux groupes incompatibles. Qui faisaient que moi, je l'empoisonnais. Voilà. Alors ça a été un peu tragique quand même, quoi. J'aime bien les symboles. J'ai commencé ma vie avec le sang des autres et je me suis toujours dit que c'était quelque chose, si on y croit un peu, enfin voilà, j'ai commencé à... On est tous des multiples, on est tous plusieurs, mais quand c'est physique, quand c'est comme ça, pendant 15 jours, en fait, il y a la vie de plein de gens qui m'a traversé. Et j'ai jamais su quoi en faire et dans mes bons moments, je me dis que ça explique pourquoi je suis créatif peut-être. Enfin, j'aime bien cette image en fait, d'avoir transformé... puisque j'allais mourir, quoi. Donc c'était de commencer la vie par un empoisonnement et de dire non, il y a des solutions, on est plein. C'est fort et je crois vraiment symboliquement qu'on est la somme, chacun est la somme de tout ce qu'il traverse. Voilà, on est la somme de tout ce qui nous traverse et là c'est physique. J'ai été traversé par plein de vies. Ouais, je pense assez souvent à ça. J'aurais aimé savoir qui c'était, ce sang-là, ce sang qu'on fait grandir en nous et qui m'ont gentiment, ils m'ont sauvé la vie, quoi. Voilà, j'ai commencé la vie avec beaucoup de monde. Cette interview va effectivement confirmer ce côté multiple. On va voir tout ça très rapidement, mais pour commencer, votre identité complète, c'est Simon Jacques Baptiste Buret. Alors pourquoi vos parents ont-ils choisi ces prénoms ? On écoute encore une fois votre maman. Oh là là, ouais, d'accord. J'aimais beaucoup le film Les Enfants du Paradis et où il y avait un Baptiste.
Et je me suis dit, je vais l'appeler Baptiste. Son père m'a téléphoné en disant, quel prénom tu vas lui donner? J'ai dit Baptiste. Et il m'a dit, oh, Baptiste, that's weird. Parce que pour eux, c'est vraiment une religion. C'est comme si je l'appelais catholique ou protestant. Alors j'ai dit, bon, je peux l'embêter. Si il va aller aux États-Unis, si on lui renvoie ça, je vais l'appeler Simon, parce que Simon, c'est un prénom biblique. Je trouvais que c'était bien de rappeler un petit peu. Et d'un autre côté, j'ai travaillé avec un certain monsieur Simon, qui était un monsieur âgé, qui allait prendre sa retraite, mais qui est devenu mon ami. C'était le prof de dessin des élèves. Et on a sympathisé, puis je me suis dit, tiens, je vais l'appeler Simon, parce que ça me rappelle à la fois ce monsieur. Et puis il y avait François Simon, qui était un très bon acteur. Donc ce Simon-là ça a été son prénom, quoi. Simon Jacques Baptiste. Et Jacques, c'est mon frère. Ouais. Ouais, c'est étrange de commencer sa vie. C'est comme les gens qui donnent la vie des prénoms de gens, le grand-père, la grand-mère. Tu commences avec une projection. C'est tout ce qu'on met dans une naissance, de commencer avec la projection d'autres. Écoute, les enfants du paradis, Baptiste, c'est plutôt chic. Après, si j'avais été une meuf, elle me rappelait Garance. Elle m'a toujours dit ça et je trouve ça terrible. Donc, pardon pour toutes les Garances qui nous écoutent. Mais j'étais bien content d'être un garçon grâce à ça. Et puis Simon, comme tout le monde, je pense, j'ai détesté mon prénom et je l'ai adoré ensuite. Et aujourd'hui, ça va, c'est cool. Après, moi, je m'appelle Simon, mais voilà, l'historique, que ça soit un vieux monsieur qui faisait du dessin, c'est rigolo. On va maintenant un peu replanter le décor, d'accord? On va se replonger dans cette année 1980, la même que Ryan Gosling, que Kim Kardashian, que Nicolas Bedos, que Diams, que Ronaldinho, que Pac-Man, que la Fiat Panda, ou encore le dessin animé Tom Sawyer. Cette année-là, alors que l'acteur de cinéma Ronald Reagan est élu 40e président des États-Unis, Coluche, lui, annonce sa candidature à l'élection présidentielle en France. Côté cinéma, si Kramer contre Kramer reçoit l'Oscar du meilleur film à Hollywood, la boum cartonne au box-office en France. Cette année-là, pendant que Marguerite Yourcenar devient la première femme à entrer à l'Académie française, Yves Navarre, lui, reçoit le prix Goncourt pour son roman Le Jardin d'acclimatation. Côté musique, si Pink Floyd figure en tête des charts avec l'album The Wall, en France, Alain Bachung et son Gabi au Gabi tournent en boucle sur les ondes. Ah. Cette année-là, hélas, s'éteignent Jean-Paul Sartre, Alfred Hitchcock, Joe Dassin, Steve McQueen, Romain Gary, Tex Avery ou encore John Lennon lâchement assassiné à New York. Côté Beaux-Arts, enfin, alors que Niki de Saint-Phal, artiste franco-américaine, est exposée au Centre Pompidou, Jean-Michel Basquiat, lui, présente ses œuvres au public pour la première fois à New York à l'occasion du Times Square Show. Qu'avez-vous envie de retenir, Simon, de votre année de naissance? Qu'est-ce que j'ai envie de retenir? Pac-Man. Parce que Pac-Man, ça a été ma vie. Yourcenar, bien sûr. Basquiat, évidemment. Et puis, quand j'étais ado, on regardait avec qui on partageait nos anniversaires et j'étais hyper fier parce que j'avais Johnny Depp et Barbara. Et je trouvais que c'était un bon mix, quoi. Je les aimais bien. Bon, rien à voir, mais je tenais à le préciser à vous, chers auditeurs. Et sinon, c'était une année chargée, dis donc, hein. Les années 80, elles ont bien commencé. Ouais, Basquiat, c'est forcément quelque chose qui me plaît. Et puis, je sais pas, la mort de Sartre aussi. Enfin, tout est assez fort, là, dans ce que vous avez dit. On va, si vous le voulez bien, parler un peu de vos parents. Ah bon? Colette et Barry, qui se sont rencontrés aux États-Unis, dans le Vermont, en 1979. Votre maman, qu'on a entendue, Colette, issue d'une famille catholique avec un père agriculteur et une mère institutrice, elle-même professeure de français et qui travaillera ensuite au ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est une femme indépendante qui a toujours aimé les voyages, la musique, la littérature et surtout la photographie. Quel style de maman est-elle et en quoi lui ressemblez-vous? Oula, quel style de mère. Vous l'avez dit, c'est une femme indépendante. J'ai des parents qui sont assez similaires, donc ils ont dû se rencontrer pour cette raison, j'imagine. C'est des gens sauvages qui n'ont pas trop... Quand je le dis, dans ma bouche, c'est très positif. Ils n'ont pas trop les codes, peut-être, de société qu'on tente par imposer, mais enfin voilà, c'est des gens qui ont toujours été un peu à la marge, je crois, sans vraiment le savoir, sans s'en rendre compte. Ça me fait rire parce que quand on en parle, ils sont pas du tout d'accord, mais les faits parlent pour eux.
Et j'ai appris à adorer ça. Moi, ma famille, elle est complètement explosée, bordélique. Et c'est ce qui fait aussi ma joie, je crois. Je suis pas fait pour les choses traditionnelles. Je commence à l'accepter. Alors, si on parle de ma mère, c'est une femme qui est partie très tôt voyager. Et quand je suis né, en fait, ça a pas trop changé. Donc, je me suis retrouvé j'ai des souvenirs comme ça, de dormir sur la plage, dans des maisons de bambou, de dormir dans des couvents parce qu'on savait pas trop où on allait. Enfin, des choses comme ça. Toujours des plans B, en fait. Et il y a jamais rien de vraiment grave. Mais quand tu regardes le truc avec le recul, tu fais, ah ouais, quand même. Et puis, c'est quelqu'un qui a tenu contre la vie, contre vents et marées, son fils, qui a aussi énormément cru en moi, je crois. Et c'est bien ça, un parent qui croit en son enfant. Je crois que c'est important. C'est aussi ça, un accomplissement, je pense. Je suis pas parent, donc je sais pas, mais je crois que souvent, on exige beaucoup de choses pour ses enfants, sans même s'en rendre compte. Et on leur impose des choses, nos peurs, nos angoisses. C'est assez rare de se voir... Pour être simple, c'est ma mère qui a vraiment validé tout ce que je voulais faire, dans le sens que un jour, elle m'avait dit « Tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien ». Et j'ai trouvé ça tellement simple comme mot et tellement beau, quoi, de dire à un être humain « Fais ce que tu veux ». Surtout dans ces générations-là où on leur a dit « Tu n'as pas le droit ». Surtout quand t'es une femme. Enfin voilà, toutes ces choses où c'est quelqu'un qui a connu à la fois, qui est né juste au début de la guerre et puis qui a voulu avoir un enfant tard. À cette époque, aujourd'hui non, mais à cette époque, c'était plutôt tard. Qui est parti vraiment seul avec son sac à dos. Voilà, c'est une personnalité assez intéressante. Si c'était pas ma mère, je pense que ce serait quand même ma pote. Ouais, j'aime bien. Alors, votre papa, Barry Bender, américain donc, avec des origines juives ashkénazes, parti vivre et travailler dans le Vermont dans les années 70, à la grande époque hippie. Personnage souriant et curieux, votre papa est un amoureux de la nature et des activités au grand air, telles que le ski ou le canoë. Même question, quel type de papa est-il et que pensez-vous avoir hérité de lui ? C'est quelqu'un de très libre et du coup, sa façon de voir le monde, elle est très aimante, bizarrement. C'est quelqu'un qui a été, je crois, brisé très jeune et qui a dû se créer un monde autour de lui. Son amour de la nature, il est véritable. Il passe des heures et des heures, vraiment des heures dans la nature. Sa femme est peintre. Et ils sont dans un monde très connecté aux vivants et aux animaux qui les entourent, qui sont pour le coup pas des chats et des chiens, mais des ours et des loups, des pumas. J'ai un souvenir comme ça avec les premiers portables qui faisaient des photos, où j'avais reçu une photo, j'étais dans le métro. Il disait, regarde ce qu'il y a dans le jardin, il y avait un ours. Et je me disais, putain, je suis dans le métro à Paris. Le mec, il m'envoie un ours dans son jardin. C'est quand même... Donc c'est un extrême inverse. Il a quitté New York, qui est une jungle. Bon, c'est un peu facile comme mot, mais c'est vrai. C'est un peu un cliché du jeune américain de ces années-là, qui a été à Woodstock, qui a connu tous ces trucs-là et ces excès. Tout le bordel autour du Vietnam et tout. Enfin, toutes ces choses-là, de chercher autre chose. Il a un frère jumeau, avec tous les clichés aussi que ça comporte et qui sont vrais, ils sont inséparables. Il est amoureux des oiseaux. Il les connaît tous. Ils viennent chez lui. Enfin, voilà, c'est assez beau. Et il est autant accroché à la nature que ma mère est accrochée à la ville. C'est des gens très connectés à leur environnement, en tout cas. Alors, vous grandissez donc à Paris, où vous vivez avec votre maman. Alors, quel genre d'enfant étiez-vous ? C'était un bon petit bonhomme, mignon comme tout, qui aimait beaucoup ses copains. Il fallait qu'il y ait quelqu'un à la maison, quoi. Il fallait que je prenne des gamins, quoi, quand ils rentraient de l'école. Et qu'est-ce qu'il y a à la maison ? Ben, personne. Ah, ben non, alors, on va prendre Valentine ou Sandrine. Et puis Alexis, et puis il fallait toujours qu'il y en ait un. Je partais même en vacances avec les copains, Simon, enfin, il aimait les copains, quoi. Il aime être avec les gens, Simon, ça c'est sûr. Il a parlé très vite, ça c'est sûr, et je notais ses phrases, c'était assez étonnant. Je retrouve des carnets où je marquais les phrases qu'il disait, parce que je trouvais ça étonnant qu'un petit comme ça disait, par exemple, est-ce que à la fin des chiffres, il y a écrit le mot fin, ou bien est-ce que au début du monde, il y a eu un moment où il n'y avait pas de cimetière parce qu'il y avait encore personne de mort. C'est quoi ton plus beau jour ? Alors je lui disais, c'est peut-être quand j'ai eu mon petit garçon. Et il disait, est-ce que c'est cette photo-là que je mettrai sur ta tombe ? Mais je crois que les gosses, ils ont un rapport avec la mort qui est simple. Pour eux, c'est pas tragique, quoi. Alors, je sais pas, il y avait cette précocité-là. S'il avait une précocité, c'était celle-là, de dire des phrases assez incroyables. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça ? C'est joli, c'est marrant, en même temps c'est un peu gênant, parce que c'est très intime tout ça, mais à partir du moment où on donne pas de limite,
et qui a pas encore les codes. Chaque enfant, je crois, est un petit monstre sauvage qui a plein d'idées sur le monde puisqu'il le découvre. Et soit il a en face de lui quelqu'un qui lui dit c'est comme ça la vie, soit elle dit ah d'accord. Et ma mère était plutôt du genre à dire ah d'accord. C'est joli de voir ce qu'elle garde. Tous les parents sont comme ça, à garder du beau, quoi, à voir du beau chez leurs enfants. Tant mieux. Alors enfant, vous alliez souvent aux États-Unis également, voir votre père dans le Vermont justement. Vous êtes donc totalement bilingue. Quels souvenirs vous gardez justement de ces voyages de l'autre côté de l'Atlantique, de cette double culture à distance? C'est très vivant encore en moi. J'ai grandi à cette époque. Les Américains, en tout cas chez les enfants, c'était vraiment cool. C'était les grands films, c'était Terminator 2, tous ces trucs-là. Donc personne me croyait, personne pensait que j'étais... Je me rappelle d'une prof qui m'avait dit que c'était faux, fallait écrire le truc de son père. Personne me croyait, les gens trouvaient ça fantastique. Moi, j'étais très seul avec ça. Je trouvais ça pas du tout cool. Mon père parle pas un mot de français. J'ai dû apprendre cette langue, pas grâce à lui, j'ai dû l'apprendre seul, enfin avec ma mère, tout ça, mais je devais l'apprendre tout seul. Et je voulais absolument être américain autant que français, dans le sens que je voulais avoir un père et une mère, en fait. Je voulais être des deux côtés. Et quand on grandit avec un océan comme ça, entre ses deux parents, je pense que ça donne des clés pour la vie d'après, en tout cas. Je me suis jamais senti américain, je me suis jamais senti français. Je sais pas d'où je viens, je sais pas ce que je suis. Aujourd'hui encore, quand on me demande, tu vois, même en ce moment, c'est les élections et j'ai toujours pensé les choses en globalité. Je pense que de plus en plus de monde sont comme ça aujourd'hui, en tout cas, parce que avant, ça faisait un peu... c'est comme quand on disait les hippies, c'est ceux qui élèvent des chefs dans le Larzac. Aujourd'hui, on comprend qu'on dépend tous, que tout est interconnecté et que ces histoires de pays, on le voit même avec la guerre en ce moment, où on peut être très touché de pays dans lesquels on n'a jamais mis les pieds. Bon, je sais que ça va pas très loin ma réflexion, mais quand on est ouvert comme ça, très jeune, où on te dit, moi je vois bien physiquement que je suis la somme de deux personnes, et on me dit, mais il y en a une qui est là-bas, il y en a une qui est là, donc t'es quoi toi? Et on n'arrêtait pas de me dire ça. Quand j'étais aux États-Unis, on me disait, mais non, t'es français. Et quand j'étais en France, on arrivait à me dire même que j'avais un accent quand je parlais français, ce qui n'était pas vrai du tout. À la fois, ça m'a ouvert, parce que j'ai compris très tôt que finalement, on ne fait construire rien d'autre que soi-même, et que c'est pas triste que je dis, mais on est seul toute sa vie, donc on se nourrit de tout ce qui nous traverse, et on est vraiment, j'y crois, cette phrase, on est la somme de tout ce qui nous traverse, donc il faut faire très attention à ce qu'on laisse nous traverser. Et en même temps, ce fantasme, j'ai des souvenirs très forts de comprendre un avion, c'était encore un événement, parce que ma mère, elle ouvrait la valise un mois avant, et tous les jours, elle me disait, on met un truc dedans. On préparait le voyage, quoi. C'était excitant. Donc, pour un petit, c'était très cool. Puis, j'allais retrouver mes cousins. Et arriver là-bas, un autre monde. C'était l'Amérique, tu vois, avec des choses, il n'y avait pas Internet. Donc, c'était tous les trucs que je pouvais pas m'acheter, même, je sais pas, des photos de Michael Jordan, des trucs tu vois, des chaussures, des Nike, des trucs d'aller à New York, même aller m'attendre dans les tours jumelles, des trucs. Je me souviens de tout ça, des choses fortes d'un petit garçon qui va dans le cliché de tous les enfants passés par ces villes-là à cette époque. J'étais très fier quand je montais dans l'avion. Je me souviens de ça. J'étais, ouais, j'y vais. Et puis, tu sais, quand t'es petit et que tu pars 2 mois, même grand, mais par une vie, en fait. Tu reviens, t'es un autre. Donc, ça m'a marqué très fort. Parmi ces souvenirs américains, il y a peut-être celui-ci aussi. Est-ce que c'est Fish? Pardon. J'adore cette interview, c'est n'importe quoi. Août 97, tout juste 17 ans, et tu assistes effectivement à The Great Went, si je le dis correctement, un festival sur une journée entière. Sur 3 jours, je crois. Sur 3 jours, avec des groupes en tout genre, dont Fish, qu'on vient d'écouter. Plus de 70 000 spectateurs réunis à Limestone, dans le Maine. Sans doute ton premier grand concert, première grande expérience musicale. Alors, c'est la première avec tout ce que ça comporte. Mais la vraie première, c'était à Paris, au Zénith. J'ai été voir Jamiroquai avec Sophie Leparco et je lui ai dit « Je t'aime ». Donc, c'était là. Ça, c'était ma première. Mais c'était plus ou moins pas longtemps après,
camp d'expérience. Ça me fait rire parce que j'ai du mal à penser que des gens vont entendre tout ça. Oui, écoute, on est parti voir je connaissais pas, c'est un groupe qui est énorme là-bas, un peu comme les Grateful Dead qui sont, enfin je crois que c'est aussi gros que ça, complètement inconnu en France et des superstars là-bas. Un peu mouvement hippie, le mec était en robe sur scène avec sa guitare, il est chauffe complètement et c'était cool. Et puis 97, alors est-ce que je le dis? Oui, le Vermont, là où on est, c'est un état très progressiste, avec une vraie grosse communauté. Et donc tous les enfants sont un peu comme ils veulent, ils se baladent, on faisait ce qu'on voulait, les parents étaient jamais loin. Mais j'étais très libre et j'ai fait un peu un summer of love. Enfin, j'ai vécu toutes les expériences qu'il fallait. Mes premières, tout ça, c'était là-bas avec une bande de potes qui m'ont donné toutes les drogues possibles et les choses possibles, mais d'une manière très innocente où on s'est retrouvés, je sais pas, c'était génial. Après, je dis pas qu'il faut le faire ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai un souvenir merveilleux de me dire, ouais, c'est Woodstock. Enfin, t'as 17 ans, t'es un peu con, tu vois. J'étais fier d'être là, j'étais dans un monde parallèle, j'étais face à un concert sublime. J'avais pris des champis et je voyais le ciel qui était une palette de couleurs merveilleuses et j'étais qu'avec des potes. C'est un grand souvenir pour moi, ce concert particulièrement, parce que peut-être après, avec les années, quand je me suis retrouvé sur scène à jouer, parfois ça m'a traversé ce sentiment qu'il y avait peut-être des gamins en face de qui devaient triper comme moi je l'ai fait. C'est une communion telle. Encore une fois, c'est dans des coins où c'est pas le mouvement hippie, mais c'est quand même des gens qui sont très connectés à la nature, à la musique forcément, et qui se rejoignent comme ça en été. Faut l'imaginer comme plein de voitures qui se retrouvent avec des énormes barbecues là, c'était pour le coup ce concert sur un aéroport désaffecté. Donc ils avaient réutilisé tous les speakers de l'aéroport pour passer la musique, et entre les groupes, ils mettaient de la musique classique parce qu'ils disaient comme ça vous allez tous triper, et il y avait une maison où on faisait des bulles géantes, donc en fait ils savaient que tout le monde était en train de triper sous LSD, sous machin, sous truc, et nous on avait semé nos parents et on faisait n'importe quoi. C'était très drôle, c'était un très bon souvenir qui s'est bien terminé. C'est Jeannette qui t'y conduit à un road trip de 12 heures en van avec ses 2 enfants. Jeannette, que tu considères comme ta godmother. Comme ma mère, ouais. Voilà, que tu surnommes Mamaji, et qui a évidemment un joli message pour toi. Ouais. Je dirais que Simon a pu rester curieux et plein d'émerveillement, ingrédient important pour être artiste. Pour moi, il est l'artiste accompli, ce qui signifie qu'il n'a pas peur de montrer les ténèbres qui existent en chacun de nous, mais qu'il parvient aussi à la transcender dans la musique et la peinture. Il m'a écrit l'année dernière: je pense vraiment que le cœur doit battre en faisant entrer la lumière, encore et encore. Mon cœur est plein de sa lumière depuis qu'il était petit garçon et je ressens de la gratitude pour cela. Merci. This is Janet. Elle est. This is great. Elle a jamais su parler français. Elle a fait beaucoup d'efforts. Mais là, tu te rends pas compte de l'effort que c'est pour elle. Ça a dû être un truc. Elle a dû. Et en fait, on comprend rien, mais en tout cas, moi, je comprends un peu ce qu'elle dit. Janet, c'est un bijou. C'est la raison pour laquelle ma mère et mon père se sont rencontrés. Et c'est, je sais pas quoi dire. Je sais pas si les gens ont compris ce que Janet vient de dire, mais en gros, elle dit qu'elle m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Voilà. Surtout, moi je trouve que Jeannette nous met sur la voie, qui est l'une des grandes raisons pour lesquelles j'étais très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous dans Allons Enfants. C'est ce côté artiste complet, ce rapport à l'art qui s'est finalement invité très tôt dans ta vie. Ça y est, je te tutoie, on était parti sur le vouvoiement, mais cette interview a un caractère improbable que j'aime bien. Tu sembles avoir quand même des prédispositions rapidement, et que c'est évidemment un vecteur d'expression pour toi, non? Moi, j'aurais rêvé, je crois, ne pas avoir besoin de ça. J'aurais beaucoup aimé. Je sais pas comment ça va être pris, mais il y a des humains qui naissent sur cette planète avec des routes qui sont faites pour eux. Donc ils les empruntent. C'est très simple en fait. Il y a des gens, tout ce qui a été fait a été inventé par une personne à un moment. Et je trouve ça génial quand on peut s'en satisfaire en fait. Quand on peut déjà dire c'est un pull, c'est comme ça que ça se porte.
Et tu n'as rien d'autre à faire que dire j'aime cette couleur, je vais porter ça. Et puis il y a d'autres zones beaucoup plus étranges. Un artiste, les gens voient souvent ce mot avec beaucoup de paillettes et beaucoup de brillance, beaucoup de beauté, beaucoup de choses lumineuses. C'est avant tout quelqu'un qui ne comprend pas ce qui l'entoure et qui a besoin de le manger, de le recracher à sa sauce en fait. De recréer ce qui l'entoure pour réussir à intégrer ce qu'il est. Une nécessité. C'est une grande nécessité. Je dis souvent, j'ai jamais de vacances. Je suis toujours avec quelque chose dans ma tête en train de dire comment créer, qu'est-ce que je peux en faire de ça. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais c'est ce qui se passe en fait. Le caractère qu'on a, après, c'est de l'expérience, des couches de vie, de machin, de chance ou pas chance. Mais le caractère premier, qui on est, ça arrive vers 7-8 ans. Je pense qu'on sait qui on est. Et après, on ne fait qu'apprendre. Mais profondément, celui qui a peur d'aller dans l'eau, celui qui saute dans l'eau, il est déjà là. Voilà, donc être artiste, c'est juste s'autoriser à aller creuser l'inconnu, quoi. Tu parles d'apprendre. Qui dit enfance dit école. Tu as été donc à l'école. Pas forcément, quand t'as de la chance, oui. C'est vrai. Tu as été à l'école élémentaire rue de la Perle dans le 3e arrondissement, puis au collège Victor Hugo, rue Vieille du Temple, avant d'aller au lycée Auguste Renoir à Pigalle, où tu vas passer ton bac, option art appliqué. En règle générale, quel souvenir gardes-tu de la scolarité ? Comment as-tu vécu toutes ces années ? Alors la toute première petite enfance, rue de la Perle, tout ça, là, c'était fantastique. Parce que c'est un coin de Paris où t'as la crèche, la primaire, le collège qui sont à 3 rues. Donc en fait, tout le monde grandit pendant 15 ans. On a tous la même gueule, on se revoit tous, tout le monde se connaît. J'attendais au Café La Perle, pour les gens qui savent pas, aujourd'hui, c'est un espèce de bar branché. Tout ce quartier, en fait, est devenu très, très... Il y a le musée Picasso, voilà, tout est très cher, très machin. Mais petit, c'était juste un quartier de base, sans trop de vie, quoi, très village un peu. Et j'allais à La Perle attendre ma mère qui rentrait du travail pour venir me chercher. Donc c'était Didier, le monsieur qui est vieux maintenant, qui est toujours là-bas la journée, qui me faisait à manger, tout ça. Enfin, c'était cool, quoi. Et après, il y a eu l'ouverture du musée Picasso, donc ça a changé beaucoup de choses. On allait avec la classe, on pouvait voir tout ça. Parce qu'il y avait des choses, vu qu'on était les enfants du quartier, on a été les premiers avec le collège. Je pense qu'il y avait des trucs de la ville de Paris qui faisaient qu'on pouvait aller voir ça. J'ai des grands souvenirs de ça. Je sais pas, le collège... Je crois que c'est là où Riyad Satouf, il est très fort, c'est que quand tu lis ses écrits, c'est tous les mêmes. Le film Les Beaux Gosses, moi j'ai l'impression que c'est mon histoire, quand on était tous complètement foireux, géniaux, amoureux, tristes, sauvages. Tout le monde est un peu brouillon, quoi. J'étais pas très bon à l'école, si je peux être honnête. J'étais très rêveur et par contre j'étais bon en dessin. J'ai fait pas mal de bis mafieux où je faisais les dessins des autres et je changeais le trait. Et puis eux, ils me faisaient des trucs pour les maths et tout ça. Ça, je m'en souviens. C'est des années plutôt heureuses. En fait, le lycée Renoir, quand je suis arrivé à Renoir, j'ai compris que c'était comme s'il y avait plein de moi qui étaient là. On s'était tous retrouvés, quoi. C'était tous les moutons avec leurs bergers, quoi. On s'était tous retrouvés ensemble. Il y avait que des gens bizarres. Il y avait les mecs de la terminale qui faisaient pousser de la bœuf dans la cour. C'était normal. Il y avait ma prof de dessin qui n'aimait que le violet et le jaune. Elle venait en 2 chevaux avec sa voiture qui était violet et jaune aussi. Elle avait des collants jaunes, une robe violette. Et on savait que pour avoir une bonne note, si tu mettais du violet ou du jaune dans ta peinture, t'en avais une et ça manquait pas. T'avais mon prof de maths qui fumait la pipe dans les cours et qui nous comparait à des pianistes. Il nous disait les maths, c'est du piano, c'est des notes, regardez tout. Il essayait de nous intéresser comme ça. Prof de français, monsieur Vidon, qui venait en kilt avec son dalmatien et qui nous donnait des cours. C'est lui le premier qui m'a donné une clé de ma vie. Il m'a dit 2 personnes qui s'embrassent, c'est avant tout 2 crânes qui s'entrechoquent. Et j'ai dit, je me souviens de ça. En fait, on étudiait Édouard aux mains d'argent. Et il avait arrêté cette scène sur donc Édouard qui est un monstre fait de métal et un Frankenstein moderne qui embrasse cette fille. Il y avait un mec dans la classe qui avait dit, ah, mais c'est dégueulasse, c'est un monstre qui embrasse, enfin voilà, elle embrasse un freak, quoi. Et il s'est arrêté comme ça, il avait dit, mais monsieur, 2 personnes qui s'embrassent, ce n'est que 2 crânes qui s'entrechoquent. Et je me rappelle de ce truc-là, mais comme un coup de tonnerre, quoi. Et je me suis dit, mais il a tellement raison, tout est possible. Sous cette couche d'épiderme, là, il y a rien, il y a du muscle, et après, on est qu'un squelette, on est tous des réunifications d'atomes, quoi. Et ça m'a permis une grande liberté d'amour, de jeu. J'adore cette image, elle revient souvent. Dans ma musique aussi, d'ailleurs. Alors, c'est aussi à l'époque du lycée que tu vas rencontrer Vanessa, encore ton amie aujourd'hui. En fait, la première fois où je l'ai vue, tout de suite, je me suis dit que c'était un être rare, ce que j'appellerais un être de lumière.
quelqu'un qui dégageait une force incroyable, mais vraiment un personnage unique. Il m'a apparu un peu comme un héros des temps modernes, avec toute une poésie en lui que j'ai tout de suite adorée. Eh ben, dis donc. Ça fait un peu Fréquence Star, là. Ils ont gommé tous les gars qui te disent que c'est de la merde. Qu'est-ce que je peux raconter à ça? C'est ma pote, Vanessa. Vanessa, c'est la première qui a fait nos travaux avec Aaron, nos premiers clips, la première pochette de notre album, et puis ensuite qui a fait tellement d'autres clips, tellement d'autres films. Là, elle prépare son prochain film en ce moment. C'est une chance pour moi d'avoir une amie comme ça. Je souhaite à tout le monde, je crois que l'amitié sur cette terre véritable, elle est quelqu'un à qui tu peux tout dire. En fait, tu cherches un miroir, tu peux vraiment, c'est fantastique. Un miroir, c'est pas forcément ton reflet, il y a des miroirs amis, des miroirs ennemis, bien sûr. Ça dépend de la lumière qui nous éclaire. Mais Vanessa, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas beaucoup d'amis, plein de potes, mais il y a des amis avec qui je peux absolument tout dire. J'ai traversé tout avec cette meuf. C'est une artiste hors norme. Ça me touche ce qu'elle dit. Je sais que elle devait faire attention parce qu'elle savait que c'était pour la radio. Mais quand on s'est rencontrés, c'est sûr qu'il s'est passé un truc. Parce que elle parlait de cinéma, elle a une culture gigantesque sur toute l'histoire du cinéma. Et t'avais ce petit bout de jeune fille qui me parlait de Godard et tout ça. Et moi, j'étais pas du tout au fait de tout ça. Je connaissais pas ce monde-là. Et puis, tu sais, c'était les époques, fin des 90s, c'est aussi le Björk et tout ce que ça comporte dans les fringues, dans les styles, tout ça. Et elle a toujours d'ailleurs ce style à elle, qui lui appartient. La première fois que je l'ai vue, elle avait comme des dreadlocks, un chapeau en dreadlocks violette. Je me souviens. Elle va être dégoûtée que je dise ça. Mais bon, disons que c'était un esprit très créatif. Elle m'a donné beaucoup de clés au cours de mon travail. C'est souvent elle, par exemple, quand je dois pas faire écouter une chanson qu'on vient de faire avec Olivier ou tout ça, j'arrive pas à elle, il faut que je lui fasse écouter. C'est très important, si on retourne là sur le travail, sur l'art en général, d'avoir quelqu'un qui peut avoir une lecture première avant de le montrer au monde. Pas quelqu'un qui soit bienveillant forcément, enfin bienveillant oui, mais quelqu'un qui sera honnête, quoi. Et qui peut te dire s'il y a des problèmes ou pas. Vanessa, je sais toujours que le mot sera juste. Et mes peintures aussi, c'est la première spectatrice. Alors, 1998, bac en poche, tu vas t'inscrire aux Beaux-Arts de Bruxelles. Ouais. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était un choix évident? Je voulais me confronter à... Il y avait un gros examen pour faire ça. Je voulais partir, et les Beaux-Arts, en fait, c'était les seuls qui faisaient de l'illustration. Et à l'époque, je pense que j'avais pas encore intégré que je voulais faire quelque chose avec les mots. Et je dis ça parce que souvent, avec Olivier, quand on fait de la musique, moi, j'ai toujours considéré nos chansons comme des paysages. Avec vraiment, je l'ai souvent dit, des vallées, des creux, des plains, des montagnes, des abysses. Pour moi, on prend l'oreille des gens et on les laisse se promener dans nos paysages. Et j'avais ce rapport à l'illustration des mots. Je voulais comprendre je voulais savoir s'il y avait des clés pour m'attirer des mots en images, sans que ça soit un petit garçon, tu dessines un petit garçon. Je voulais aller plus loin, et je savais qu'au Beaux-Arts, il y avait des très bons profs à Bruxelles. Les Beaux-Arts de Bruxelles étaient spécialisés pour ça, pour l'illustration. C'était un département qui faisait eux. Comme pour tout, ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais le point de départ, c'était ça. C'était partir avec des potes et de Renoir et de Paris, aller là-bas, prendre une coloc, et être un jeune homme aux Beaux-Arts, quoi. Bruxelles, c'est une ville fantastique. Il y a tout là-dedans. Les Belges, la mentalité belge, je l'ai toujours pas cernée, elle est très particulière. Il y a une grande liberté, une grande franchise aussi. Et puis, ce ciel gris permanent fait que c'est un bordel dans la tête des gens, je crois. Enfin, en tout cas, des créatifs, ça amène beaucoup de choses. La caserne, c'est une caserne, les Beaux-Arts, là-bas. L'ancienne caserne de pompiers, quand t'arrives là-bas, rue du Midi, tu mets les pieds là-dedans, et tout d'un coup, je me rappelle de ce premier jour, il y avait tout, quoi. C'était tous les étudiants, les machins, les trucs. J'étais aux Beaux-Arts, j'étais heureux, mais j'étais tellement heureux, quoi. J'avais un appart tout seul. C'était cool, quoi. C'était un bon moment. Tu vas finalement revenir à Paris, et rapidement, tu deviens mannequin. Tu intègres également le cours Robert Cordier, où tu vas donc switcher, en quelque sorte, des Beaux-Arts vers la comédie. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette envie? Pourquoi? Parce que j'avais 19 ans, que j'avais pas de thunes, et on m'a proposé de faire du mannequinat, qui était un monde... Waouh, tu te dis, mais moi je croyais qu'il y avait, je sais pas, les mannequins c'était, tu vois, mais genre Claudia Schiffer et machin, je savais pas ce que c'était, quoi. C'est vraiment pas un monde dans lequel j'étais. Et puis je faisais des colos pour me faire de la thune, et j'avais passé mon BAFA, j'adorais ça. Et il y a un mec qui m'a repéré dans un truc, qui m'a dit, tiens, tu pourrais faire ça. En Espagne, je faisais des colos. Et donc je rentre à Paris.
Je vais voir ces gens, ils me disent OK, et puis j'ai de la chance et je travaille. Et je découvre un monde de gens complètement barrés, assez fantastiques dans les yeux d'un mec de 19 ans. Il y avait un vrai rapport avec les beaux-arts aussi, des grands créatifs. Et puis j'ai commencé le théâtre avec Cordier, qui était un monsieur qui avait été aux États-Unis pendant des années, qui devait avoir 70 ballets. Et je suis rentré chez moi et j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. En tout cas, j'avais un passage là d'avoir la vie des autres. Ça m'excitait beaucoup. J'ai fait un casting pour un film, j'ai été pris et puis ça a commencé comme ça. Tout ça, c'est entre 20 et 25 ans, tu vois. Donc c'était le début, quoi. Tout ce que je voulais, moi, c'est ce que je veux encore, c'était ouvrir le monde en deux, ouvrir ce que j'avais en moi, comprendre. D'ailleurs, c'est resté un peu. Je veux toujours comprendre, en fait. Je veux toujours chercher. J'ai un grand appétit de savoir, de me promener et de voir ce qui se passe, d'attraper ce qui se passe. Voilà. On va t'offrir un petit cadeau. On aime bien dans Allons enfants. Un petit cadeau. Même si parfois on peut s'asseoir dessus. Ouais, mais est-ce que tu peux l'ouvrir et nous le décrire? Merci. C'est un moment assez merveilleux. J'ouvre le papier cadeau comme ça. C'est un cadre. Je l'ai ouvert à l'envers. Attends, je vais regarder. Waouh! Ah bah ouais. Alors, c'est un cadre avec une photo magnifique d'un film que j'adore. Elle est sublime. Il y a un jeune Johnny Depp qui est sur un film d'Arizona. Le film s'appelle Arizona Dream. Je le conseille absolument à tout le monde. C'est un film qui m'a formé. Le jeune moi a été explosé par ce film. Donc il y a Johnny Depp qui est avec Faye Dunaway qui est sur un vélo volant. Voilà, ils pensent qu'ils vont voler tous les deux. Son but à lui, c'est de s'envoler. Donc il a construit un vélo avec des ailes complètement foireuses et ils sont dans le désert de l'Arizona. Sur cette chaîne-là, il s'apprête à rouler comme un dingue. Elle est derrière lui. Je sais pas quel âge il a, Johnny Depp, là-dessus. Je pense qu'il a 20 ans, un truc comme ça, 25. Et ils ont construit un tremplin ridicule et ils vont rouler comme des dingues et ils vont s'envoler. La BO, c'est Iggy Pop, une des meilleures BO du cinéma. Et puis ce film est complètement fou. C'est Kusturica dans son grand Kusturica de liberté absolue. Un peu plus tard, comme Jim Jarmusch a pu faire avec Only Lovers Left Alive ou Sorrentino, qui est pour moi un grand maître avec La Grande des Bellettes, des choses comme ça, où c'est des gens où tu sais que s'ils n'étaient pas là, enfin, en fait, ils te prennent par la main, ils t'emmènent dans leur monde et t'avais pas du tout, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce monde n'existait pas avant eux. Ils ont construit un chemin. C'est fou, c'est merveilleux et du coup, ils te disent, tiens, regarde, marche dans la boue là, c'est magnifique. Et ils t'emmènent en plein rêve, quoi. Tu sors de là, t'es grandi. C'est fou quand même. Ça, l'humain sait faire ça, il sait faire grandir les autres. Moi, j'adore ça. Ça me rajoute une couche de beauté sur moi, quoi. Un vêtement de beauté. Merci, c'est un beau cadeau. Ce type d'environnement, ça fait effectivement partie, je pense, de tes champs d'inspiration, d'influence. Est-ce que tu pourrais nous donner comme ça, en vrac, les grandes influences qui a pu effectivement nourrir ta créativité et l'artiste que tu es devenu? Mon influence première, c'est la transformation. C'est la vie qui m'entoure, mon influence première. C'est avant tout un moment que j'ai envie d'arrêter. Parce que je crois que j'aime pas le temps qui passe, je le comprends pas. J'ai aucune notion du temps qui passe. Et j'ai besoin, dans ma création, je crois, d'arrêter un moment pour pouvoir le relire. Oui, je suis le premier spectateur, le premier auditeur de ce qu'on fait. Et donc, c'est un miroir qu'on met en face de soi et qu'on a envie de lire, qu'on a envie de voir pour arrêter le temps. Je crois que c'est ça mon influence. C'est comment faire pour stopper cette émotion, pour la garder. Et qu'est-ce qu'elle va me raconter? En peinture, c'est ça. En musique, c'est ça. Quand j'écris, c'est ça. Après, je me dis pas, je voudrais faire ça ou ça. Et c'est d'ailleurs pour ça avec Olivier, à chaque fois qu'on nous demande quel style de musique on fait, on n'a jamais su trop le dire parce que il y a pas de mouvement. Ouais, voilà. Il y a pas vraiment de mouvement qui nous appelle, quoi. C'est avant tout traduire son invisible. Elle est là, l'influence. C'est comment faire pour ouvrir la porte, plonger dedans et qu'est-ce qu'on peut en ramener. Et pourquoi j'aime ce genre de film-là, c'est parce que j'ai cette sensation d'apprendre quelque chose. Les grands cinéastes, comme Kusturica, comme ce film-là, les grands musiciens comme Nina Simone, te donnent des clés sans même savoir. Je sais pas s'ils savent qu'ils ont ces clés. Ils l'écrivent, ils les disent. T'as aucune conscience quand tu crées. Mais ils te les donnent et ils t'emmènent dans des mondes nouveaux, en fait. Pour un temps donné, si tu veux creuser et aller plus loin, tu peux grâce à eux. Et voilà, la vie n'est pas que tout ce qui nous entoure au quotidien, bien malgré nous. Ce sont des passeurs. Ouais, bah c'est ça. Leonard Cohen, il dit «
We don't bless, we convey the blessings. Ça veut dire on ne fait que passer les bénédictions, en fait. Être un vecteur, c'est très intéressant. Ça te libère, ça te casse ton ego aussi un petit peu. C'est juste que tu te laisses porter. L'accident heureux, c'est d'avoir du succès et de rencontrer d'autres solitudes et de relier ces solitudes un instant sur un travail et de faire croire qu'on n'est pas seul, en fait. Parce que c'est que ça, hein, l'acte d'amour qu'on fait quand on crée, c'est juste essayer de casser sa solitude et d'aller rencontrer celle de l'autre. Tu tombes bien. Casser cette solitude, ça va t'arriver un joli soir de mai, hein, c'est un peu poétique comme ça, sur les quais du canal Saint-Martin, avec une rencontre qui va quand même un peu changer la donne, qui va t'ouvrir sur une nouvelle aventure importante. Ouais, j'ai rencontré ce jeune homme glabre et ténébreux, merveilleusement beau, qui s'appelle Olivier Coursier, grâce à Vanessa, encore une fois. Vanessa a été à beaucoup de points de rencontre dans ma vie. Et on a décidé de faire de la musique ensemble. J'étais très impressionné et du coup, j'ai été par politesse. Moi, j'écrivais beaucoup dans mes carnets. Je faisais de la musique aussi, mais j'ai jamais rêvé d'avoir un groupe. C'est vraiment la rencontre avec Olivier qui m'a ouvert. Et lui avait déjà une carrière, il était déjà dans quelque chose, il connaissait déjà. Mais je crois que c'est sa bienveillance et son intérêt. Enfin, je voyais qu'il avait envie de comprendre qui il avait en face de lui. Et moi, j'étais très séduit par ça. Je me disais, c'est génial, on m'a jamais demandé ce que j'écris, on m'a jamais... Encore une fois, on était des gamins, tu vois. Donc tout ça, ça se brouillonnait. J'étais un peu mannequin, un peu machin. Je venais de faire des films. Je commençais, c'était le bordel, quoi. Et tout d'un coup, il y avait ce gars qui disait, mais qu'est-ce que t'écris? Viens, on en fait quelque chose. Je pense qu'il cherchait un nouveau projet. Il avait un tout petit studio vers Crimée. Et donc, j'ai donné rendez-vous à ce mec. En fait, j'ai été voir Vanessa, qui enregistrait avec Olivier. Et j'avais plus ou moins écrit un texte pour elle, en anglais. Et elle m'a un peu piégé. Elle m'a dit, donc j'étais là, et j'étais sur un canapé, et elle faisait semblant de pas arriver à trouver un mot, je pense. Elle m'a dit, mais essaye. Et j'ai chanté dans le micro. Mais c'est vrai, hein, tout ça. J'ai chanté dans le micro pour la première fois de ma vie. J'ai entendu ma voix dans un micro. Et en fait, j'ai trouvé ça assez cool. Et ils m'ont dit, vas-y, chante-le. Et je me rappelle, il y avait Olivier qui est là, qui a dû être surpris. Et moi, le premier, parce que je me suis dit, ah, mais je chante, en fait. Enfin, j'aimais bien, j'ai trouvé qu'il y avait un truc cool. Je suis revenu le lendemain et je me suis mis à chanter. Et tous les jours, le premier jour, en fait, le premier morceau qu'on a fait, c'est Endless Song, le premier morceau du premier album, qui ouvre le premier album. Et c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire, on est parti de zéro, le soir, on avait ce morceau. Et le premier album s'est fait comme ça. Tous les 2 jours, on avait un morceau. Et en fait, Olivier me disait, vas-y, pousse, pousse, pousse. Et à la fin, je me rappelle, j'hurlais dans la cuisine, je chantais les chœurs à la fin. Enfin, et je voyais que ça l'éclatait. Et puis, j'étais assez surpris parce c'était fou ce qu'il faisait, en fait. Je trouvais qu'il apportait des mélodies de choses que je comprenais pas trop. Tout d'un coup, des textes que j'avais écrits comme ça devenaient des mélodies. Ça se tissait ensemble. Le tissu de la musique qu'on était en train de faire était vraiment à 4 mains, quoi. C'était merveilleux. L'album s'est terminé. Je lui ai dit, mec, je suis sûr, ça va cartonner. Je savais pas du tout de quoi je parlais. Mais je disais n'importe quoi. Je faisais un album. J'étais, bon, c'est comme ça, quoi. C'est bien après que j'ai compris le cadeau de la vie que c'était. Mais sur le moment, j'étais juste mort de rire parce que j'étais en train de faire un truc fou que je comprenais pas avec un mec que je connaissais pas. Et on se rencontrait comme ça dans la musique. Et tous les deux, j'ai un souvenir d'être très, très excités par ce qu'on faisait. C'était vraiment une rencontre inouïe, quoi. Et puis ça va donner, évidemment, aussi ça. Lily, Ouais. take another walk out of your fake world. Tu vas la mettre en entier? Please put all the drugs out of your head. Tu l'as déjà entendu, non? Non, je la connais pas. Ouais, ça a donné ça et plein d'autres. C'est particulier pour moi parce que, en général, quand on parle de Aaron, il y a Olivier qui est à côté de moi. Et du coup, j'aime bien qu'on soit tous les deux quand c'est comme ça. Ça a donné ça, ça a donné tout ce premier album, et c'est surtout je pense qu'un succès. C'est un accident, heureux ou pas, faut le digérer aussi. Les gens fantasment beaucoup sur ce que c'est qu'un succès. Il faut avoir les épaules pour. Pour moi, le vrai succès, c'est d'avoir continué ensuite et d'avoir réussi à construire quelque chose qui m'intéressait, une vie qui m'intéresse. À savoir, chaque billet qui sort de la banque est une création. C'est ça qui m'excite le plus. Je me dis, chaque thune, à chaque fois que je paye un café, un truc, je me dis, c'est de l'argent que j'ai créé du vide, de l'invisible. C'est mon art, enfin, entre guillemets, qui paye ça. Et j'en ai une grande fierté, parce que je viens pas d'une famille comme ça. Ça, c'est mon plus grand succès pour moi. À savoir, je suis libre. Et après, ce succès dont tu parles, qu'on a entendu, ce premier album et les albums qui ont suivi, et tout cet énorme tsunami de choses qui arrivaient derrière, il a fallu pour moi le digérer. S'il n'y avait pas eu Olivier et notre manageuse qui est décédée aujourd'hui
au premier album, j'aurais explosé en vol. Je pense que j'aurais tout coupé, je serais parti en Inde. Moi, je savais pas gérer. C'est très simplement le plus de lumière, le plus d'ombre. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est très exposé. Et c'est pas forcément... je veux pas que les gens pensent que c'est pas un plaisir, tout ça. C'est un énorme cadeau de la vie. Mais c'est à double tranchant. Il faut comprendre ce qu'on fait là. Et tout d'un coup, tout le monde te dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je veux dire ça parce que j'en avais pas rêvé. C'est arrivé d'un coup. Et quand je dis d'un coup, c'est un vrai coup, en une journée, en 24 heures. C'est sorti, et le lendemain, l'album était numéro 1 de tout un pays, et puis de plusieurs pays. Et puis, encore une fois, 24 heures avant, peut-être, on va dire, une semaine avant, j'étais avec mon pote en train de finir à Crimée. Enfin voilà, on avait fait un album dans une cuisine avec son ordinateur. Il y avait rien de prévu. Donc si t'as pas la bonne équipe autour de toi, et heureusement Olivier était là parce qu'il connaissait ce monde-là déjà. Faut l'apprivoiser tout ça. Je pense qu'aujourd'hui le plus grand succès pour le deuxième album par exemple, j'ai pris un plaisir inouï. Troisième encore plus, et voilà, c'est parce que ça continuait, je comprenais où j'allais. Mais moi j'avais jamais chanté dans un micro de ma vie, et je commençais une tournée qui était complète avec des gens qui avaient acheté des tickets. 3 mois après avoir chanté dans ce micro, on était à l'Olympia. C'est comme si toi, t'allais à l'Olympia dans 3 mois. Donc c'est à la fois génial, et je crois que j'ai fait un peu un blackout. J'ai un truc très flou de cette période de ma vie, mais fantastique. Hein. Comme tu viens de le dire, au final, ça fait déjà 4 albums avec Aaron, un 5e qu'on espère voir arriver bientôt. Également une carrière en tant que comédien dans une dizaine de films. Notamment dans Je vais bien, t'en fais pas, Tout ce qui brille, Genius Picasso aussi. J'aimais bien aussi ce rôle de Jean Cocteau qui te ressemble pas mal aussi, je trouve. C'était un peu fou cette histoire. Je me suis retrouvé avec Ron Howard qui dit on va jouer dans... Enfin, c'était une énorme production, c'était un truc la vie de Picasso vue par les ricains avec Banderas qui fait Picasso. Chaque saison est sur un génie, donc ça c'était sur Picasso. Il propose le rôle de Cocteau, et donc on se retrouve à Budapest, dans des studios énormes où il venait de finir le nouveau Blade Runner, qui était, du coup, il y avait toutes les équipes et il y avait encore les décors, je me souviens de ça. Et donc, on m'habille, on me machin. Je jouais Cocteau sur plusieurs périodes de sa vie, donc j'étais un peu âgé sur ce premier plan. La scène était, je devais arriver pour essayer de sauver Max Jacob et aller chercher Picasso, qui venait de se faire arrêter par les nazis. Et donc, on me dit, t'es là, machin, mais j'ai toujours pas rencontré Antonio, moi, tu vois. Donc, je découvre ce truc, j'arrive dans un hangar qui fait, 60 mètres de haut. Ils avaient reproduit tout le décor. J'ouvre une porte et je me retrouve un après-midi de mai dans l'atelier de Picasso, avec Guernica au fond, des statues de Brancusi, tout à mes faits d'une perfection. Il y avait tellement de thunes sur ce truc que c'était tellement bien fait, quoi. Et je vois personne. Et là, Pablo arrive. Et il était déjà grimé puisqu'on était en retard. Et moi, j'étais en Cocteau, lui en Pablo. Saisi de voir que c'était Pablo, quoi. Il n'y avait plus rien de Banderas. C'était vraiment lui. Et il me dit, Jean, j'adore tes films. Et je dis, Pablo, tes peintures, comme ça. C'est comme ça qu'on s'est connus, que ça a commencé pour moi dans ce truc. C'était un merveilleux souvenir. Et puis on tourne et ils disent couper. Et là, je me rends compte de tout. Je sais pas, c'était tellement bien fait. Je m'étais pas rendu compte des 5 caméras, du machin, je sais pas combien de gens il y avait. C'était un grand moment dans ma vie. Et puis Banderas, c'est fantastique dans ce rôle. J'étais très heureux à ce moment de ma vie. Tout ça pour dire que la peinture, c'était le petit lien avec ce rôle de Jean Cocteau, est revenu aussi de manière très vive dans ta vie. Peut-être encore plus récemment avec cette période de Covid et ce confinement. Et là encore, on se retrouve face à un Simon qui se repropose dans un autre moyen d'expression. Sinon, c'est la mort, hein. Si tu fais pas des choses. Je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas. En ce moment, je crois qu'on est tous un petit peu saisis par le monde qui nous entoure. On fait comme si on maîtrisait, mais on voit bien qu'on maîtrise rien. Et l'art, en général, c'est quelque chose qui sauve, parce que pour moi, c'est la seule chose qui montre une trace de notre vie, en fait, à travers les siècles, petit ou grand art, hein. Je suis pas en train de dire je sais pas quoi. C'est la seule chose qui témoigne, pour moi, qu'on est vivant. C'est de créer, de m'attirer, de faire. En tout cas, c'est ce qui fait, pour moi, qui me rend vivant. J'ai toujours dessiné, fait des choses, mais je crois que je m'interdisais un petit peu de le montrer. Et j'avais très peur qu'on m'abîme là-dessus parce que c'était ma grande liberté. Et en fait, ce confinement m'a aidé à me retrouver avec tous mes monstres et mes démons. Et du coup, la peinture était là. J'avais les doigts dedans. Je ne savais même plus quelle heure il était.
C'était un grand bonheur, c'était un rendez-vous en fait. C'était comme si je retrouvais, j'ai ce souvenir de tourbillon en fait, de retrouver cette matière. Et elle est très complémentaire aussi. Je crois qu'on est plusieurs en fonction de l'heure du jour, vraiment. On donne pas toujours les mêmes clés aux gens en face de qui on est multiples tous. Et dans l'art, c'est pareil. Même pour mes amis artistes comme Vanessa, j'en connais aucun, même comme Olivier, comme je connais aucune personne qui fait une seule chose en fait. Après, je suis évidemment extrêmement heureux de tout ce qui se passe autour de la peinture, parce que je crois que j'avais vu ça comme une étoile lointaine qui brillait encore, qui était là, mais en tout cas qui m'éclairait encore. Alors, on aura bien compris que tu as traversé tes différentes vies et tes champs d'expression de toutes les formes possibles. Mais où est-ce que tu pourrais peut-être encore nous surprendre, Vanessa, à sa petite idée sur la question? Je sais qu'un jour, il va écrire un très grand livre, Simon. J'en suis persuadée. Je suis persuadée qu'un jour, on en parlera aussi comme d'un grand, grand auteur. Les mots, c'est des... J'adore la voix de Vanessa. Les mots, c'est des lignes différentes, en fait. Tout est une ligne. Peinture, dessin, musique. Ouais, j'aimerais bien écrire. J'ai des idées, des choses. Après un très grand livre, tout ça, c'est ma pote qui parle. Hein. Ça se trouve, ça sera de la merde. Mais en tout cas, je cherche toujours comment traduire une émotion, en fait. Donc, qu'elle vienne en mots et que ça devienne une matière et que ça devienne un paysage pour le lecteur. J'adorerais ça. Mais j'ai qu'une volonté, moi, c'est de comprendre ce qui nous relie tous, en fait. Peu importe la forme. Ça peut être par la bouffe, par le tout, par la baisse, par la danse, par tout ça. C'est s'exprimer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire, jusqu'à ce qu'on disparaisse, jusqu'à ce qu'on grossisse, qu'on explose et qu'on disparaisse. Il faut quand même bien avoir conscience qu'on est sur une toute petite boule au milieu d'un grand vide. On l'oublie tout le temps, en fait. Peut-être parce que c'est trop grand pour nous, mais on n'est rien du tout. Et comment l'exprimer, comment le traduire, comment faire partie de ce tout-là. En peinture, il y a un truc qui me plaît beaucoup, que j'ai appris quand j'étais à l'école, c'est quand tu peins un verre, il faut peindre le vide autour aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est toute la matière qui entoure le sujet. Il n'y a pas un sujet. Dans l'espace, là, quand tu regardes n'importe quelle chose, c'est pas parce qu'on ne voit pas le vent qu'il n'est pas là. Et c'est ça qui fait que tu vois le reste. À partir de là, toute cette matière invisible, elle m'intéresse, en fait. Tout est là. Comment traduire tout ça? C'est ce point de départ. Peu importe la forme que ça prend. Et c'est ce qui m'excite le plus. Tu as aujourd'hui la quarantaine, tu es dans la force de l'âge, comme on dit. Mais ouais. Où est l'enfant encore chez toi aujourd'hui? La réponse, là aussi, semble assez évidente, selon Vanessa. Ah ouais. Si on me demandait de parler de Simon, que ce soit aujourd'hui, maintenant, ou quand il avait 17 ans, j'aurais parlé de sa part d'enfant, en fait, en lui. Il y a quelque chose de très rare chez lui dans la force de son regard, dans la force de son imaginaire, dans sa liberté. C'est-à-dire que c'était quelqu'un déjà à l'époque et toujours maintenant qui n'était pas façonné. Quelqu'un d'extrêmement libre. Il y a quelque chose d'extrêmement pur chez Simon. Et il a cette puissance de l'imaginaire pour moi qui me rappelle l'enfance, en fait. C'est ce qui fait vraiment aussi sa force dans sa création. Quand je regarde ses peintures ou quand je l'entends chanter, c'est un artiste complet, donc dans toutes ses créations. Ce que je trouve très singulier, c'est justement sa façon de conjuguer cette maturité extrême, son hypersensibilité, avec toujours cette part d'enfance qui résiste en lui. Et j'aime bien insister sur le mot résiste, parce qu'il y a vraiment un enfant qui le protège et qui résiste pour toujours être là en lui-même. Et je trouve ça sublime, en fait, de voir à quel point il arrive à garder ce regard intact sur le monde. Et c'est ce qui fait aussi la force de sa création et la beauté de son imaginaire. C'est ce qui nous sauve, en fait, de chercher le beau. Le beau à la forme qu'on veut lui donner. Mais c'est ça qui nous sauve. Il faut rester curieux. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois. En tout cas, moi, c'est ce qui me sauve. Sinon, il n'y a plus rien. Et l'enfant, il n'est que ça. Il est curieux. Il cherche. Il sait pas. Il veut savoir. De voir le beau partout. Il y a vraiment du beau absolument partout, en permanence. Et la force d'un artiste, d'un créatif, c'est de pouvoir arrêter le temps, au moins quelques instants, enfin l'illusion en tout cas. Et la force de l'enfant aussi, c'est ça. C'est de pouvoir trouver des choses que l'œil adulte, qui a été trop formé, ne voit plus. Donc moi, c'est un combat permanent. On arrive à la dernière question, Simon, de cet entretien. La question que je pose toujours à mon invité. Si tu étais face à ce jeune Simon, celui qui avait une petite dizaine d'années, partagé entre son violon, mais surtout ses carnets de croquis, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là maintenant?
Je sais pas, je dis que tous tes mouvements, qu'il va se passer des choses pas drôles, mais que la vie fera que tu sauras les transformer. Comme beaucoup, je crois que c'est ça qu'il faut dire aux enfants, c'est que tout se bouscule. Même aujourd'hui, l'enfant qui est en moi, il est toujours là puisque c'est moi. Le vieillard qui est en moi est toujours là puisque c'est moi. Pourtant, on ne les voit pas. Donc, on n'est qu'un long mouvement. À nous d'attraper tout ce qu'on peut de ça. Merci Simon et allons enfants. Ouais, allez, c'est parti. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.